Donc, bonjour mesdames et messieurs, je propose de commencer cette table ronde autour des acteurs de lutte contre la précarité énergétique. Donc, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, donc nous poursuivons aujourd'hui nos travaux à travers cette table ronde autour d'acteurs du logement et de l'habitat qui sont particulièrement engagés dans la lutte contre la précarité énergétique. Nous recevons ainsi les représentants de 5 organismes et associations. L'Observatoire de la précarité énergétique, représenté par Madame Isolde Devallière, chef de projet précarité énergétique à l'ADEME et coordonnatrice à l'ONPE, et par Madame Lise-Marie Dambrine, chargée de mission à l'ONPE. L'Observatoire a été créé en 2011. Il assure un suivi de la précarité énergétique en France afin d'observer et d'analyser les politiques publiques de lutte contre ce phénomène. Il a notamment publié fin mars le tableau de bord et les chiffres de la précarité pour 2022. L'association Stop Exclusion énergétique, représentée ici par son délégué général, M. Gilles Béraud, réunit de nombreuses associations et collectivités afin de proposer des solutions pour lutter contre la précarité énergétique, notamment en rénovant les logements sans reste à charge grâce à des assembliers solidaires. Le réseau Procivis, représenté par son directeur général, M. Guillaume Machère, et par Mme Clarisse Dagnogo, directrice de l'engagement sociétal et des relations institutionnelles, est un acteur de l'économie sociale et solidaire. Composé de nombreuses coopératives, le réseau Procivis est présent sur toute la chaîne du logement. Leurs missions sociales sont notamment engagées dans la rénovation énergétique du parc privé à destination des plus précaires. La fédération Solia, représentée par Madame Juliette Lagagnier, directrice générale, et par Madame, alors j'ai pas le nom sur Madame Cécile Guérin-Delaunay, qui est responsable du pôle réhabilitation de la fédération Solia, qui est donc un acteur de l'économie sociale et solidaire pour l'habitat privé à vocation sociale. Composée de 135 associations, la fédération accompagne les collectivités et les habitants afin de favoriser l'accès et le maintien dans l'habitat des personnes précaires et vulnérables. Enfin, la Fondation Abbé Pierre, qui est représentée ici par M. Manuel Domergue, directeur des études, et par Mme Maïder Olivier, chargée de plaidoyer et de mobilisation. La Fondation Abbé Pierre, je ne sais même pas s'il est encore nécessaire de la présenter, est un acteur historique de la lutte contre le mal-logement. Elle mène des actions de sensibilisation, de conseil et d'accompagnement et soutient financièrement de nombreuses initiatives afin d'améliorer les conditions de logement, notamment par le biais de la rénovation énergétique. Mesdames et messieurs, dans vos différentes fonctions que je viens de rappeler, vous agissez dans le domaine de la lutte contre la précarité énergétique en accompagnant les publics les plus précaires et en proposant des solutions de logement adaptées. En 2021, 11,9% des ménages, soit 3,4 millions de ménages, se sont trouvés en situation de précarité énergétique et 22% des ménages ont souffert du froid, à majorité pour des raisons économiques. Comment la rénovation énergétique peut-elle participer à réduire, sinon éliminer ces situations? Nous avons conscience que la précarité énergétique dépend de causes structurelles, revenus, situation de vie, et conjoncturelles, hausse des prix de l'énergie, qui ne sont pas toutes liées à l'état dégradé du logement et à sa faible performance énergétique. Toutefois, en ce qui concerne cette commission d'enquête, c'est bien sur l'aspect de la rénovation énergétique comme levier de sortie de la précarité que nous souhaitons échanger avec vous aujourd'hui. Votre audition dans le cadre de cette table ronde doit nous permettre de mieux comprendre vos positions respectives sur ce sujet. Quel bilan, à votre échelle, faites-vous de la politique de rénovation énergétique en France ? Considérez-vous
que les politiques publiques de rénovation soient efficaces pour lutter contre la précarité énergétique et pour orienter les plus précaires vers des rénovations globales. Si ce n'est pas le cas, comment pourrait-elle être améliorée? Enfin, le confort d'été est-il suffisamment pris en compte dans la détermination de la précarité énergétique au regard des températures que nous aurons à affronter dans les années à venir? Avant de vous laisser la parole pour répondre à ces premières questions et pour un propos introductif d'environ une quinzaine de minutes, il me revient de vous indiquer que cette audition est diffusée en direct et en différé sur le site internet du Sénat et qu'un compte-rendu sera publié. Je dois également vous rappeler qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête serait passible des peines prévues aux articles 434-13, 434-14 et 434-15 du Code pénal, qui peuvent aller de 3 ans à 7 ans d'emprisonnement et de 45 000 € à 100 000 € d'amende. Je vous invite donc à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, à lever la main droite et à dire « je le jure ». Donc je vous propose peut-être de commencer directement par vous, les uns et les autres, et à bien vouloir vous prêter à ce formalisme, mais qui est obligatoire dans le cadre d'une commission d'enquête. Je le jure. 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 Je vous en remercie. Donc, je vous laisse la parole. Alors, je ne sais pas comment vous voulez vous distribuer la parole pour cette présentation. Est-ce que l'ordre vous convient? Est-ce que vous souhaitez avoir à vous de voir? Et ensuite, notre rapporteur, nos collègues qui sont membres de cette commission d'enquête ne manqueront pas de vous poser un certain nombre d'autres questions ou de vous demander des précisions par rapport à vos exposés respectifs. Alors, peut-être, on va peut-être commencer par l'Observatoire national de la précarité énergétique, si vous le voulez bien. Branchez votre micro, s'il vous plaît. Oui, je vous remercie de nous avoir invités, effectivement, Lise-Marie Dambrine et moi-même, qui représentons donc l'Observatoire national de la précarité énergétique. Je suis donc chef de projet depuis 7 ans à l'ADEME, chef de projet précarité énergétique. Et j'assure, comme vous l'avez dit, le suivi du phénomène de précarité énergétique, son analyse aussi bien dans le temps que sur l'ensemble du territoire. Et l'ONPE, l'Observatoire national de la précarité énergétique, est un outil d'aide à la décision. Et donc on fait un certain nombre de propositions. Et à ce titre-là, on est donc ravis d'assister et de participer à cette commission. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que justement les politiques qui sont menées en matière de rénovation énergétique vous paraissent être à la fois efficaces et surtout vues du côté de la précarité énergétique? Peut-être une vue d'ensemble. Après, si vous le souhaitez, on rentrera plus dans le détail par rapport aux questions de monsieur le rapporteur. D'accord. Alors, au vu donc des indicateurs que nous suivons, effectivement, on peut s'interroger sur l'efficacité et l'efficience des politiques publiques, puisque les indicateurs, à savoir le taux d'effort énergétique, c'est-à-dire la part donc, des dépenses d'énergie sur les revenus, comme la déclaration du froid au regard d'un certain nombre de modalités liées aux conditions d'habitat et de ressources, sont en hausse cette année, comme les années précédentes, et on voit effectivement un phénomène qui augmente. Et donc on peut penser que les politiques mises en œuvre ne sont pas suffisamment efficaces, même si elles ont montré un certain nombre d'évolutions qui sont tout à fait satisfaisantes, en tout cas qui vont dans le bon sens. Après, je vous répondrai de façon plus précise sur un certain nombre d'outils qui sont suivis par l'Observatoire national de la précarité énergétique. Mais ce qu'on peut constater effectivement, c'est une augmentation grandissante du phénomène, que la crise sanitaire et la crise énergétique, que ces deux crises ont exacerbé. Et donc, voilà, ça fait partie des chiffres qui ont été effectivement publiés dans le tableau de bord qui est mis en ligne depuis très peu de temps.
Alors, on avait souhaité faire un bilan des 10 ans du Grenelle de l'environnement. L'année dernière, il y a 2 ans maintenant, lors du colloque qui avait été organisé à Lille et qui avait déjà fait état d'un certain nombre d'observations, notamment l'empilement et la succession de différents dispositifs qui apportaient une certaine confusion pour les opérateurs, des seuils qui variaient au fil des années. Et donc, effectivement, tout ça participait d'une difficulté à bien identifier l'efficacité des dispositifs mis en œuvre. Donc ça c'est un premier élément. C'est effectivement, on a mené ce travail de bilan et qui nous a permis aussi d'observer qu'il n'y avait pas vraiment eu de politique nationale de lutte contre la précarité énergétique à proprement dite, mais effectivement des politiques différentes qui d'une part traitaient les impayés d'énergie, qui sont effectivement une des causes ou une des conséquences de la précarité énergétique, et d'autre part des politiques de rénovation du bâtiment. On avait, donc quand je dis on, c'est l'ensemble des 30 partenaires qui sont membres de l'Observatoire national de la précarité énergétique, dont Solia et la Fondation Abbé Pierre ici présents, donc nous avons fait un certain nombre de propositions dans le cadre d'une déclaration collective qui est en ligne sur le site de l'ONPE et qui faisait valoir la nécessité d'avoir un référent sur la précarité énergétique de façon à pouvoir effectivement assurer avec ce référent, ce délégué interministériel, l'assurance d'une politique ambitieuse avec des objectifs à remplir et un certain nombre donc de moyens à mettre en œuvre pour y parvenir. Voilà, donc ça c'était une des propositions. Effectivement, entre-temps, la crise, surtout la guerre en Ukraine a rendu les différentes... a mobilisé un certain nombre de ministères sur cette question de la hausse des prix, notamment effectivement la mise en œuvre d'un bouclier tarifaire, reportant peut-être le lancement d'une politique de lutte contre la précarité énergétique claire et ambitieuse. Et donc il est temps aujourd'hui de poser ce problème et de faire en sorte qu'il y ait une politique plus claire, plus lisible, et des moyens sans doute plus adaptés à ces enjeux. Merci. Peut-être vous voulez rajouter quelque chose, madame, ou à ce stade? Non? D'accord. Alors, monsieur Béraud, peut-être à vous? Mettre le micro. Merci de cette invitation et de vous intéresser aussi directement au sujet, y compris dans la formulation de la question. Effectivement, on n'est pas à l'aise par rapport à ce sujet parce que effectivement, c'est totalement insupportable dans un pays comme la France d'avoir des gens en très très grande précarité. On a identifié uniquement sur la priorité de notre action, c'est-à-dire les propriétaires occupants de maisons individuelles. Ils sont plus de 500 000 en France à vivre dans des passoires thermiques et dans des conditions économiques absolument terribles. Et c'est un sujet extrêmement mobilisateur maintenant, puisque quand on agit sur le social et les plus précaires, on a des gains pour le climat, on améliore la santé des gens et on crée de l'emploi local. Alors, dit comme ça semble extrêmement simple. Dans la réalité, c'est infiniment complexe. Parce qu'effectivement, quand on dit que c'est multi-bénéfices, ça l'est aussi dans l'action. Et on a vraiment le sentiment qu'on n'a jamais autant fait dans ce pays, et je parle autant des collectivités locales, des territoires, des entreprises que de l'État, mais qu'à l'échelle de ce qui est en train de se passer, des évolutions, bien sûr du prix de l'énergie, mais aussi des dérèglements climatiques qui augmentent les problématiques. On pourrait faire le lien. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur les questions climatiques quand je présidais le comité 21. On est à la fois dans le constat et dans les modes de résolution, dans des approches extrêmement transversales et complexes. Donc, on considère que effectivement, on fait beaucoup, mais que la question, c'est évidemment de faire que les courbes se croisent, c'est-à-dire les gens qui plongent dans des situations de grande précarité énergétique. Nous, on est plutôt
j'allais dire spécialisés, le terme est peut-être excessif, mais notre focus est vraiment sur les gens en très très grande difficulté. En gros, les gens qui vivent avec moins de 10 euros par jour et par personne et qui souffrent du froid. Les enfants sont plus malades que les autres. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les chiffres. Je pense qu'effectivement, beaucoup de chiffres vont être partagés. Quels sont les éléments sur lesquels il n'a pas été travaillé suffisamment, probablement, et en tout cas, il faut travailler en priorité. Ce que je vais vous dire en quelques minutes est dans un scénario que nous venons juste de publier. C'est quelques années de travail. Pardon, j'ai que 2 exemplaires papier, mais je pourrais l'envoyer évidemment en numérique ou plus d'exemplaires papier si vous le souhaitez. Mais c'est quel scénario pour éradiquer la grande exclusion énergétique à 2030 ? On se réfère évidemment à l'agenda des objectifs de développement durable. Le premier point, c'est la capacité à créer des alliances multi-acteurs locales. C'est de la collaboration entre collectivités, entreprises, ONG. Que peuvent naître les résultats ? Et nous, on l'a monté au niveau national. On est maintenant 60 organisations membres qui coopèrent tous les jours, qui ont co-élaboré ce scénario. Mais évidemment, il faut faire la même chose au niveau local. J'étais avec la mairie de Tourcoing tout à l'heure. On est en train de travailler à cette alliance locale. Ça, c'est le premier point. L'approche systémique territoriale, malheureusement, elle a peu été mis en place, mais il faut aussi comprendre que si aujourd'hui on parle encore plus de précarité énergétique, mais c'est un sujet assez nouveau et c'est un sujet aussi nouveau dans la capacité d'alliance, de mise en œuvre. On a monté une campagne de mobilisation sur le sujet avec une artiste, en l'occurrence Emmanuelle Béard, il y a 3 ans. On s'est rendu compte que évidemment, la Fondation Abbé Pierre et autres nous expliquent que les gens au froid souffrent, mais dans le mode de résolution, c'est un sujet complètement nouveau et je crois que ça explique aussi certaines difficultés. En tout cas, on a du mal à créer ces alliances locales. Le deuxième point, c'est l'accompagnement. Enfin, je vais dire, le métier d'accompagnement est reconnu. On espère beaucoup de mon accompagnateur Rénov renforcé. On collabore évidemment avec l'ANA sur le sujet. Aujourd'hui, quand on veut accompagner une famille en très très grande précarité, c'est un métier, nous l'appelle Ensemblier solidaire. La première promotion vient de sortir la semaine dernière, seulement 10. On va en former plus de 300 dans les 2 années qui viennent. Et le dispositif va permettre de donner une pérennité économique à ce métier. Voilà, on va le développer fortement. On vient de gagner un appel certificat d'économie d'énergie qui va être centré vraiment sur la création des territoires zéro exclusion énergétique, mais qui va permettre de financer l'accompagnement de 3000 familles. 3000 familles, ça peut vous paraître peu, mais l'année dernière, je crois que l'ANA a financé 1700 rénovations globales et performantes chez des grands précaires en France. Mais c'est une très grande difficulté. Il faut parfois 1 an ou 2 ans à des ensembliers solidaires qui accompagnent le Secours catholique, ATD, les CCAS et autres, à rentrer chez les gens, à créer ces climats de confiance. Ce n'est pas de la technicité, de la technologie, etc. C'est d'abord de l'humain et des logiques de confiance. C'est pour ça que les collectivités locales ont un rôle aussi important. Mais il faut l'outiller et le financer. On espère beaucoup, on attend le montant de mon accompagnateur renforcé patiemment parce que, effectivement, si on est en dessous de 5 000, 5 500 euros, on n'y arrivera pas. En tout cas, à le financer que comme ça. Troisième point, c'est celui du financement. Vous l'avez dit en ouverture, nous, on milite pour une prise en charge quasi intégrale, de financement quasi intégral, y compris chez les propriétaires. Des fois, on réfléchit en se disant, mais comment ça se fait ? On va augmenter la valeur capitalistique d'une famille. Non, je crois que ça n'existe pas. Le logement où on habite n'a pas de montant, c'est des conditions de vie et ce n'est pas un montant d'héritage et c'est avant tout des conditions de vie et il faut, je crois, militer fortement, non pas pour 100%, parce que pour des questions de dignité, et ATD Carmonde qui travaille avec nous nous dit toujours non, surtout jamais 100%, parce que c'est une question de dignité. C'est parfois un geste, parfois... voilà. Ça, c'était le troisième point. Pour financer ça, indépendamment des dispositifs publics, notamment ce que mène l'ANA dans les territoires d'accélération. Il y a 6 départements concernés en France, dont certains qui marchent très bien, où là, les montants ne sont pas du tout les mêmes quand on s'adresse aux très grands précaires. Et je crois qu'il faut généraliser cette démarche. Je sais que l'ANA y réfléchit, mais c'est important. Et il y a d'autres éléments, d'autres dispositifs à favoriser fortement qui sont insuffisants pour l'instant. Je pense aux caisses d'avance pour permettre de gérer la trésorerie et rassurer les familles. Il faut savoir qu'une famille en grande précarité, quand il y a une subvention de 2 000 € du Conseil général qui arrive sur le compte, on ne dort pas.
et l'obsession est à qui je le reverse pour ne pas les perdre. Voilà, donc on est vraiment sur ces caisses d'avance et je crois qu'il y a aussi beaucoup à faire sur la compensation carbone. Aujourd'hui, on a du mal à adresser le label bas carbone. Bien sûr, c'est important de replanter des forêts, mais je crois qu'il y a des dispositifs aussi à inventer. Ils sont parfois difficiles, des questions de cohérence, pardon d'être un peu technique, mais mettre des économies d'énergie avec des économies de carbone sur le même budget, je sais que c'est complexe. Et alors, je crois qu'il y a aussi dans l'administration des gens qui savent très très bien gérer ce genre de problème. Il y a un autre point qui est de favoriser l'auto-réhabilitation accompagnée, ce que portent fortement les compagnons bâtisseurs au sein de notre organisation. Voilà. Donc ça, c'est les 4 premiers points. Il y a un autre point qui est la qualité des travaux. On a un problème de qualité des travaux, malgré la volonté d'artisans, le RGE, etc. Mais pour ça, il faut aussi que les politiques publiques soient plus pérennes. C'est-à-dire que quand on parle de programmes certificats d'économie d'énergie sur des sujets qui durent 5 ans et qui sont remis en cause, évidemment, le rôle de la DGEC, c'est d'éviter des effets d'aubaine, voire des sujets qui se prêtent à l'escroquerie. Mais maintenant, si on veut impliquer plus de monde, plus d'entreprises, y compris des plus grosses, il faut donner plus de visibilité et peut-être même que des programmes, des périodes de certificats d'économie d'énergie pourraient être plus larges, plus longues, ce qui permettrait aussi à des entreprises de mieux s'organiser. Nous, c'est aussi pour ça qu'on crée ces territoires zéro exclusion énergétique. C'est pour dire à des artisans, mais ce n'est pas 2 ou 3 chantiers, c'est 10, 20, 30, 50, 100 qu'il va falloir gérer sur les 3 ans. Et là, on peut commencer à discuter sérieusement, notamment dans le contexte aussi d'augmentation du coût, qui est évidemment très importante. Et rassurez-vous, j'ai presque fini, mais la question aussi, c'est celle d'augmenter l'obligation des certificats d'économie d'énergie. Nous, on pense qu'il n'y en a pas assez. La baisse des coûts actuels est dangereuse pour la lutte contre la précarité énergétique. Et une des solutions, c'est d'augmenter cette obligation. Évidemment, certaines entreprises n'y sont pas très enthousiastes, mais c'est probablement une priorité. Et enfin, il y a un peu de technicité à droite et à gauche. Il faut probablement simplifier aussi des process, l'agrément de certaines entreprises et associations à des dispositifs, notamment le MAR qui arrive pour les associations. Je pense qu'il y a un peu de... Et encore une fois, on est conscience qu'il faut évidemment éviter tout effet d'aubaine et escroquerie, etc., parce que c'est de l'argent en moins pour aider des familles et gagner sur le climat. Puis il y a aussi d'autres points techniques qu'il faudra travailler. Je vais prendre juste un petit exemple pour finir. L'association est très récente, hein. Elle est née en 2020. En 2020, on avait des projets qui arrivaient à 50, 70 000 euros, qui étaient des vraies rénovations globales et performantes, exactement à l'identique, dans les mêmes conditions. On est à 20, 25 000 euros de plus, quoi. Et de plus en plus de projets, notamment en Ile-de-France, arrivent à 100 000. Mais si vous arrivez à 100 000, il faut une maîtrise d'œuvre. Et donc, vous prenez 10% de plus. Donc peut-être qu'il y a aussi des aménagements à faire pour que le même métier fait les mêmes opérateurs qui font de la très grande qualité, et je pense à Doremi, Ecohabitat, les compagnons, Solia, etc., eh bien, on puisse aménager aussi les choses parce que, parce que le prix brut des choses augmente. Voilà. Donc en gros, on n'a jamais autant fait, mais c'est vraiment le moment d'accélérer parce que la situation des plus en difficulté augmente du fait, effectivement, de tout ce qui s'est passé. Et quand on vivait le Covid, il ne faut pas oublier que pour certains d'entre nous, c'était une bonne nouvelle de voir à la télévision que les émissions de carbone baissent, les pollutions baissent. Pour d'autres qui étaient obligés de rester chez eux, c'était être soumis encore plus longtemps par jour à des mauvaises qualités de l'air intérieur qui rendent malade. Merci. Merci à vous. Procivis. Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Mesdames, Messieurs les sénateurs, peut-être quelques mots sur Procivis pour nous resituer et dire quelle est la légitimité qu'est la nôtre à répondre aux questions que vous nous posez. Donc Procivis, c'est un réseau de coopératives. Il y en a 46 sur tout le territoire national métropolitain. Ces coopératives opèrent sur tous les métiers du logement. Nous sommes, selon les classements, le 7e ou le 8e promoteur national. Nous sommes le 2e constructeur de maisons et nous sommes le 4e administrateur de biens. Nous sommes aussi l'une des 5 familles constitutives de l'Union sociale pour l'habitat et nous avons en propre un certain nombre de SH et COP, ce qui fait de nous aussi un bailleur social. Ça, c'est pour notre activité économique. Nous sommes, comme l'a dit Madame la Présidente en introduction, un acteur de l'économie sociale et solidaire. Donc la deuxième jambe, à côté de cette activité économique, c'est une activité sociale.
l'essentiel des richesses que produisent ces activités économiques, nous les réemployons à des fins d'utilité sociale dans des activités d'intérêt général. Concrètement, nous sommes en convention, en partenariat avec le ministère du Logement pour préfinancer un certain nombre d'aides publiques, nationales et locales. Nous faisons exactement ce qui était appelé à l'instant de ses voeux par mon voisin, c'est-à-dire des caisses d'avance, c'est-à-dire qu'on a bien conscience que des ménages modestes et très modestes, notamment au sens de l'ANA, ne sont pas capables de faire ces avances de trésorerie par rapport à l'arrivée de la subvention. Donc nous faisons ce joint, si je puis dire, pour que la décision de rénovation puisse être prise par des ménages indépendamment de leur situation économique. Voilà. Alors, sur les différentes questions que vous avez soulevées dans votre propos liminaire, bon, nous, déjà, on aurait quand même plutôt tendance à saluer au moins la prise de conscience politique, entendue au sens large, autour de la question de la rénovation énergétique. Il y a quand même de l'argent public qui est mis sur cette question-là. Le fait même que cette commission existe aujourd'hui montre bien que c'est une préoccupation des élus et des pouvoirs publics aux différents niveaux. Si on était un tout petit peu taquin, je dirais même que par rapport à une situation du marché du logement qui est très détériorée sur plein d'aspects, il me semble que c'est justement la question de la rénovation énergétique qui surnage dans le discours et dans l'action publique, alors qu'il y a tout un tas d'autres sujets d'accès au logement qui pourraient aussi se poser et qui nous semblent traités avec moins d'énergie. Bon. Par rapport à cette question de la rénovation énergétique, bon, il y a une série de difficultés. Certaines ont déjà été évoquées. Si on doit vraiment résumer notre position, on en voit deux majeures. La question du financement et la question de la décision, notamment de la décision en copropriété. La question du financement, bon, elle a été déjà plusieurs fois abordée. Donc, nous, on essaye, mais très modestement, d'y prendre notre part avec cette histoire de préfinancement des aides publiques, etc. Bon, très bien. Peut-être qu'on peut accroître encore cette intervention. On a des discussions avec des partenaires potentiels à la demande du ministère du Logement, notamment avec la Banque des Territoires, pour voir comment on peut massifier, c'est le mot à la mode, ce système de préfinancement. Ce qui nous apparaît quand même, c'est qu'il y a un défaut d'argent privé dans le financement de la rénovation énergétique, et notamment que le secteur bancaire, même je pense qu'il est plein de bonne volonté, qu'il a été sollicité par les ministères, semble avoir du mal, malgré tout, à déployer une offre ad hoc et une offre qui fasse mouche, parce qu'il y a des dispositifs qui existent aujourd'hui, ICO-PTZ, pré-avance mutation, etc. Mais on voit bien que les volumes ne sont pas complètement encore au rendez-vous. Donc, on a plusieurs propositions à faire par rapport à ce sujet du financement, à la fois sur l'amélioration des dispositifs existants et sur la création d'un outil ad hoc. J'en dis peut-être juste un mot avant d'y revenir, si vous le souhaitez, mesdames et messieurs les sénateurs. Nous, il nous apparaît qu'on a besoin d'une banque de place, une banque qui serait dédiée à la rénovation énergétique, une banque dans laquelle les banques commerciales pourraient être les principaux actionnaires, ce qui leur permettrait de répondre à la taxonomie européenne et donc de titriser un certain volume de créances vertes. Donc ça répond à une problématique du secteur bancaire, et à la fois ça répond à une problématique politique et sociale de trouver des financements pour la rénovation énergétique, y compris sur des montants petits, qui sont des montants sur lesquels, voilà, encore une fois, le dispositif bancaire tel qu'il est aujourd'hui n'est pas approprié. Ce n'est pas avec des prêts à la consommation, avec des taux 7, 8, etc., qu'on va pouvoir répondre à cet enjeu. Je peux revenir sur cette première idée dans la suite de nos échanges. Bon, sur le pré-avance mutation, il apparaît qu'il y a des conditions qui sont extrêmement restrictives, à la fois sur les ressources, sur le statut du demandeur. Nous, on serait plutôt partisans de lever ces restrictions. Il y a aussi une difficulté qui est que un certain nombre
demandeurs sont des personnes âgées et que les banques ne savent pas traiter forcément la question du temps long dans ces circonstances. Bon, on pourra aussi y revenir plus en détail. Donc ça, c'est un premier champ de difficulté, le financement. Deuxième champ de difficulté, la prise de décision, et notamment en logement collectif. La situation actuelle est quand même que les absents des assemblées générales de copropriété ont une influence déterminante dans la non-prise de décision. J'avais dit dans un papier sous forme de boutade que finalement les absents ont toujours raison en l'espèce et qu'il faudrait trouver sans doute un mécanisme différent qui incite très fortement les copropriétaires à prendre part au vote ou alors à ce que la décision se prenne sans eux. On pourra revenir sur les histoires article 25, article 24 de la loi 65. Bon. Il y a une question un petit peu philosophique, mais qui amène à des conséquences de mon point de vue très pratiques en termes de politique publique, c'est qui est responsable de la situation actuelle. C'est-à-dire voilà, il y a cette prise de conscience, et là, on va demander maintenant à des propriétaires de remettre à l'endroit des choses qui étaient de travers. C'est un coût considérable, et donc il faut voir qui assume ce coût. Et donc il faut sans doute trouver, par rapport aux questions qui nous avaient été adressées par mail, parce qu'il faut sans doute trouver un équilibre entre des formes d'obligation et des formes d'incitation, l'une et l'autre n'étant pas exclusives d'ailleurs, mais ça nous semble compliqué de tout faire porter sur les propriétaires actuels du logement. Il faut penser le temps long, il faut peut-être aussi penser l'existence, notamment du logement collectif, comme une personne morale. On pourra également développer ce point si vous le souhaitez. Dans la continuité de ce que je viens de dire, il nous apparaît aussi que ce qui pourrait inciter les propriétaires et les copropriétaires à faire ces travaux importants de rénovation énergétique, c'est que ces travaux génèrent de la valeur qui s'y retrouve économiquement. Et donc nous, on pense qu'il faut réfléchir, en même temps qu'on fait de la rénovation énergétique, à la manière dont on peut doter les logements de nouvelles sources de production d'énergie, que l'on parle de panneaux solaires sur les toits, que l'on parle de chaudières hydrogène. Il y a des choses sans doute à imaginer à ces moments-là. On peut aussi penser à la surélévation. Aujourd'hui, selon les estimations, c'est 60%, 2/3 des PLU qui sont exploités, dans le sens potentiel du PLU qui sont exploités. Peut-être que c'est l'occasion d'exploiter plus fortement le PLU. Et là, les copropriétaires pourraient y retrouver une équation économique tenable pour eux. Et enfin, je rejoins complètement mon voisin. Une fois qu'on a levé toutes ces difficultés qui ne sont pas minces, se pose la présence d'un appareil productif suffisamment solide. Si on pense, comme c'est notre cas, qu'il faut continuer à construire un volume important, je ne sais pas, peut-être, on se bat souvent sur ces chiffres, mais quelque chose autour de 350 000 logements par an, parce qu'il y a quand même des problématiques sociales qui ne disparaissent pas du fait des problématiques écologiques émergentes, mais qu'en même temps, il faut quand même rénover tout le parc, une très grande partie du parc. Il y a du pain sur la planche, et donc là, il faut trouver les bras pour répondre aux défis considérables qui est devant nous. Je vous remercie. Merci. Solia. Merci d'avoir convié Solia à cette audition, puisqu'effectivement, les associations de notre réseau disposent d'une expertise assez fine sur les enjeux de rénovation énergétique en tant qu'opérateur historique de l'ANA. Donc, ça fait plusieurs années qu'on œuvre sur ces questions-là. De notre côté, si nous partageons les constats qui ont été posés tant par l'ONPE que par Gilles Béraud, nous souhaitons, pour notre part, saluer le virage qui a pu être pris par les pouvoirs publics ces derniers temps et le changement d'échelle qu'il induit. Mais effectivement, il est nécessaire maintenant d'accélérer le mouvement et il nous semble qu'il y a quelques freins sur lesquels il faudrait travailler rapidement. Globalement, nous restons inquiets sur le fait que les ménages modestes et très modestes bénéficient bien des dispositifs qui les concernent et notamment à la hauteur des enjeux.
puisque voilà, aujourd'hui, il nous semble indispensable qu'ils puissent bénéficier des rénovations globales et performantes de leur logement et pas uniquement des rénovations par geste qui aujourd'hui semblent être les actions les plus couramment mises en œuvre. Ma prime Rénov'-Sérénité a fait ses preuves en termes de gains énergétiques, mais par contre, les ambitions chiffrées, l'ONPE l'a redit, ne sont pas au rendez-vous. La rénovation par geste, elle a le mérite d'exister, mais elle ne permet pas d'atteindre ni nos ambitions de justice sociale, ni nos ambitions de justice climatique. L'enjeu pour nous est que désormais l'accent soit mis sur le dispositif MPRS, notamment pour les propriétaires occupants. Et pour cela, on a cinq sujets d'inquiétude ou de levier, on peut le prendre dans le sens souhaité. D'une part, sur l'accompagnement évoqué par Gilles Béraud, effectivement, nous avons de notre côté aussi l'intime conviction que la réussite de la massification passera par cet accompagnement, mais non pas un accompagnement standardisé, mais un accompagnement personnalisé qui puisse répondre à la diversité des situations des ménages. Et aujourd'hui, nous sommes inquiets sur les enjeux de financement de cet accompagnement sur lesquels on n'a toujours pas de réponse alors qu'on est à moins de 6 mois de la mise en place du dispositif MAR. Et donc, qu'aujourd'hui, très concrètement, ça impacte les ménages qui viennent frapper à la porte de nos associations et pour lesquels on est en difficulté pour leur proposer de disposer d'une visibilité concrète sur un plan de financement qui puisse répondre à leurs projets. Donc, premier point, ce serait de pouvoir disposer enfin de ces arbitrages qui nous permettent et qui permettent surtout aux ménages de disposer de la visibilité attendue. Le deuxième point concerne les outils financiers qui permettent de solvabiliser les ménages. Donc effectivement, on a la chance sur certains territoires de pouvoir bénéficier du soutien de Procivis en matière de préfinancement des projets. On voit bien que ça permet d'enclencher, ou en tous les cas d'intégrer certains ménages qui pourraient ne pas rentrer dans le processus qu'il leur est proposé. Mais aujourd'hui, effectivement, il y a un enjeu Guillaume Machère l'évoquait, de massification, en tous les cas de généralisation de ce dispositif-là. On réfléchit également sur la question du reste à charge. Aujourd'hui, on n'est effectivement, nous non plus, pas sur le souhait et la volonté d'un reste à charge à zéro, mais plutôt d'un reste à charge qu'on appelle, nous, supportable pour les ménages, avec des réflexions sur cette question-là. L'idée de ne pas être sur un reste à charge avec une proportion similaire pour tous, mais bien adaptée. Et c'est pour ça qu'on utilise cette terminologie de supportable pour les ménages. Le troisième axe qui nous semble important sur lequel il nous semble important de réfléchir, c'est sur l'attractivité du dispositif MPRS. Aujourd'hui, il nous semble que pour aller sur ces rénovations globales et performantes, il faudrait rendre le dispositif MPRS plus attractif et plus avantageux que ne l'est MPR, et en faire très clairement et objectivement l'outil de nos ambitions partagées. Le quatrième levier, on en revient et on évoque nous aussi la question des C2E. Il nous semble qu'il est nécessaire de redonner un vrai rôle d'accompagnement aux C2E en réintégrant leur gestion et leur valorisation au sein de l'ANA. On sait qu'il y a là des potentialités claires de financement de projets, mais il faut retrouver le moyen de les mobiliser et de les mobiliser le plus largement possible. Le cinquième levier, pour nous, est la capacité à disposer d'une vision pluriannuelle des crédits de l'ANA. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et sans cela, on a beaucoup de mal et beaucoup de difficultés à donner de la visibilité et de la stabilité aux ménages, qu'on soit là dans des projets... de la visibilité, de la stabilité aux ménages. Enfin, il nous semble qu'il y a aussi un enjeu de rééquilibrage des moyens qui sont à redéfinir. Aujourd'hui, les moyens financiers sont principalement mis sur les propriétaires occupants et on a des questions de rééquilibrage et d'attractivité à réfléchir collectivement pour que se sentent concernés les propriétaires bailleurs, bien évidemment, et comme l'évoquait Guillaume Machère, les copropriétés. Aujourd'hui, on a, nous aussi, le constat d'une difficulté
à embarquer les copropriétés et les copropriétés, notamment celles dégradées, sur cette question de la rénovation énergétique. Enfin, il nous semble qu'il faut marteler à l'unisson, qu'on soit État, administration, opérateurs et collectivités territoriales, notre objectif partagé est bien celui de la rénovation globale et performante, et que sans une convergence de l'ensemble des acteurs et des financements sur cet objectif, nous aurons du mal à l'atteindre. Voilà. Merci beaucoup. La Fondation Abbé Pierre. Merci Madame la Présidente pour l'invitation et mesdames les sénateurs et sénatrices. Bon, je ne vais pas répéter plusieurs choses qui ont été dites par nos collègues, mais un point principal pour la Fondation Abbé Pierre, c'est qu'il faut... On salue également les efforts qui sont mis sur la rénovation thermique ces dernières années, mais il faut aussi changer de cap et mettre vraiment tous les moyens sur la rénovation globale. Ma collègue parlait de MaPrimeRénov Sérénité. Il existe aussi le forfait rénovation globale au sein de MaPrimeRénov, dont les chiffres aujourd'hui sont vraiment dérisoires. On parle autour de 2000 rénovations globales par an, alors qu'on parle de l'ordre de plusieurs centaines de milliers de gestes chaque année. Il y a eu un léger rattrapage en 2022, mais qui reste bien insuffisant, puisque encore 86% des dossiers MaPrimeRénov étaient des monogestes. Pourtant, on sait que les rénovations globales sont les plus efficaces en termes d'économie d'énergie et d'économie de gaz à effet de serre, d'émissions de gaz à effet de serre. Et voilà, puisqu'elles permettent, pour obtenir ce forfait rénovation globale, il faut assurer au moins 55% de réduction de consommation d'énergie. Donc nous, voilà, à la Fondation Abbé Pierre, on porte vraiment un plaidoyer pour que maintenant toutes les incitations soient fléchées pour la rénovation globale. Et du coup, il faut lever tous les obstacles. Aujourd'hui, par exemple, on a sûrement tous entendu parler de ces situations où on met des pompes à chaleur dans des logements dont l'isolation n'est pas faite. Donc on pourrait par exemple commencer par exiger que pour le changement d'un système de chauffage, l'isolation du logement soit absolument nécessaire, ou au moins vérifier que cette isolation est faite. Et en fait, du coup, ça nous mène au sujet de l'accompagnement, puisque si ces aberrations sont possibles, c'est que l'accompagnement aujourd'hui est insuffisant. La Fondation Abbé Pierre avait mené une étude auprès des guichets FAIRE, qui sont devenus France Rénov, et dont les résultats sont assez alarmants, puisque 40% des appels étaient non décrochés, 62% des contacts établis étaient établis sans obtenir de conseils. Il y avait des délais de réponse à rallonge de plusieurs mois et des erreurs dans les conseils délivrés. Également un lien avec l'ANA qui se faisait pas toujours et difficilement. Au sujet de mon accompagnateur Rénov, on a du coup beaucoup d'espoir, mais qui doit aller avec des garanties. Il est absolument essentiel que cet accompagnement soit gratuit. Manuel Domergue parlera des questions de reste à charge, mais ce dispositif ne peut pas être efficace s'il n'est pas gratuit, neutre, et il faut remettre les moyens dans cet accompagnement pour ne pas refaire les mêmes erreurs de précédents accompagnements qui existent et dont on a souligné les insuffisances et qui en fait permettent pas d'adresser le problème. Un petit mot sur la précarité énergétique d'été. Ou confort d'été. La Fondation Abbé Pierre, on se mobilise sur ce sujet. On prépare une étude qui devrait sortir bientôt. Notamment, aujourd'hui, il manque dans les barèmes de MaPrimeRénov des aménagements qui permettent d'adresser cette question du confort d'été. Et c'est souvent les rénovations qui sont faites peuvent être un peu une occasion manquée d'aussi permettre l'habitabilité du logement pendant l'été. Il y a un risque aussi de maladaptation du logement. Si on l'adapte, s'il est rénové en prenant en compte que les questions de froid, il est possible que ça aggrave la situation pendant l'été. Donc il est vraiment essentiel de penser à la précarité énergétique sous ces deux facettes, donc le froid et la chaleur. Voilà, on a déjà pu sonder l'ANA, la mairie de Paris et des élus sur ce sujet. Et on voit que c'est un sujet qui inquiète et qui mobilise, donc il faut qu'on soit au rendez-vous. Et donc il y a aussi un manque d'indicateurs, d'évaluation et d'études sur le sujet auxquels on espère que certains acteurs pourront répondre. Et je laisse la parole à mon collègue Manuel Domergue. Merci. Oui, pour compléter, c'est vrai que dans l'idée de passer des simples gestes avec peu de contrôle, peu d'accompagnement à des rénovations globales, dans les propositions assez rapides qu'on peut faire, on peut déjà mettre l'accent sur ce qui est déjà efficace. Et je pense
à MaPrimeRénov' Sérénité, on en a parlé. Pour nous, c'est vraiment, et ça existe depuis longtemps, hein, donc c'est l'outil qui répond le mieux, c'est pas parfait, mais ça quand même répond le mieux à tout ce qu'on attend, accompagnement, bouquet de travaux, contrôle de la performance, objectif de gain de performance énergétique et ciblage social satisfaisant. Or, ce qu'on voit, c'est que depuis 10 ans, le nombre de logements rénovés dans le cadre de Habiter mieux Sérénité, MaPrimeRénov' Sérénité stagne, et même en 2022 a baissé fortement. Quand on compare ce qui est comparable, les propriétaires occupants qui ont bénéficié de MaPrimeRénov' Sérénité, on est passé de 41 000 à 34 000 en 2022. Donc c'est vraiment un trou d'air très important qui doit nous inquiéter parce qu'on a multiplié les petits gestes et en revanche, ce qui est efficace a beaucoup baissé. Donc là, on voit que peut-être à un moment, on disait les petits gestes, c'est toujours utile, mais si ça détourne l'attention et les moyens publics et les moyens de communication de ce qui marche réellement, c'est quand même, ça devient contre-productif. Ce qui marche aussi, c'est la rénovation HLM, sans grande surprise. Et pour le coup, pour en avoir beaucoup parlé avec l'Union sociale pour l'habitat, quand on se demandait si on met des milliards supplémentaires dès 2024, par exemple, est-ce que le secteur privé sera capable de l'utiliser ? Il y a des points d'interrogation. En tout cas, si on met 1 milliard de plus dans le monde HLM pour la rénovation énergétique, on sait que ce sera utilisé et bien utilisé. Ça ne partira pas dans des dividendes, des plus-values, parce que c'est un secteur par définition à but non lucratif. Là où on est très inquiet, c'est que vous le connaissez très bien, aussi bien que nous, c'est le contexte financier du monde HLM avec la hausse drastique du taux des livrets A, la RLS qui continue, la TVA qui a augmenté. Et donc, est-ce que les HLM seront capables de monter encore en puissance comme ils l'ont fait ces dernières années? C'est vraiment pas sûr du tout. Dans le FNAP, il y a une aide à la pierre de 4 000 €, ça a été voté là, par logement rénové. 4 000 €, c'est-à-dire qu'on finance moins les logements sociaux qui logent les personnes les plus précaires que des ménages intermédiaires ou même aisés pour faire cette rénovation énergétique. Donc là, on sait que si on veut accélérer, il faut mettre l'accent dessus. Et puis sur MaPrimeRénov' général, on va dire, on a un gros problème de reste à charge, ça a été dit également. C'est un des obstacles importants au passage à la rénovation globale, c'est que quand on veut mener des travaux qui coûtent rapidement, ça a été dit aussi, 50 000, 70 000, 80 000 €, si vous avez un reste à charge, ce qui est le cas pour les très modestes de 35% ou pour les modestes de plus de 50%, on arrive à des sommes qui sont démesurées, évidemment, qui bloquent complètement le passage à la rénovation globale. Et même pour des gestes relativement simples, mais qui sont quand même un peu plus ambitieux que simplement changer la chaudière, isoler un mur, quand vous êtes un ménage au SMIC, le reste à charge est de 9 000 €. Bon, qui a 9 000 € d'épargne à mettre pour isoler ces murs? C'est quand même assez compliqué. Et un point, c'est que nous, souvent, avec notre programme SOS Study, on essaie de faire de la rénovation énergétique, mais aussi de la lutte contre l'habitat indigne, parce que souvent, les deux problématiques se conjuguent dans un même logement et donc vont augmenter les coûts. Il est très difficile aujourd'hui de conjuguer les aides. Et donc, on doit choisir entre faire une rénovation énergétique ou sortir de l'insalubrité. Et parfois, ça mène à des projets assez incohérents où on a une très bonne performance énergétique dans un logement indigne. Donc ça, c'est très embêtant. La Fondation Abbé Pierre, parfois, quand elle le peut, met au pot pour le tour de table, rajoute 15 000, 20 000 €, mais évidemment, on ne peut pas généraliser à toutes les personnes qui en auraient besoin. Donc ça a été dit, et vraiment, il faut le répéter, et si ça peut sortir de cette commission d'enquête comme un message un peu unanime, d'avoir des financements pluriannuels sur la rénovation énergétique. C'est le cas pour l'ANRU, par exemple. C'est aussi important de faire la rénovation énergétique. Ça permettrait, alors pour ne pas développer ce sujet, mais d'aider la filière à se former, à recruter des jeunes dans la filière de la rénovation énergétique performante. Alors il y a plein d'actions de formation nécessaires, mais si on sait que chaque année, l'État mettra 1 milliard d'euros, par exemple, supplémentaires dans la rénovation énergétique pendant les 5 prochaines années, on sait qu'il y a là une filière qui va embaucher, qui va former avec des débouchés intéressants. Ce sera important également, ça a été dit, pour financer l'accompagnement. Aujourd'hui, on ne sait pas ce que sera le financement au 1er janvier 2024. Et pour le coup, je sais qu'il y a plein de propositions qui ont été développées ici, notamment de financer entièrement la rénovation énergétique par l'anticipation des gains de performance énergétique. On sait bien que, notamment vu la hausse des coûts de construction, que ça ne financera pas intégralement le prix de la rénovation énergétique. Il faut assumer que rénover les passoires énergétiques et tous les logements français qui en ont besoin coûtera de l'argent public. Et ça a des répercussions positives, alors en termes de gains énergétiques, donc on peut mettre à contribution les ménages qui le peuvent à ce titre-là, mais pas complètement. Ça a des gains en termes de réduction des dépenses de soins, etc., qui justifient
que l'État mette les milliards supplémentaires sans que ce soit des sommes extravagantes. Si on compare avec le PNRU, par exemple, dans l'ANRU, on parle de sommes à peu près équivalentes. Et c'était un chantier très important, mais voilà, la rénovation énergétique est un chantier aussi important pour l'État. Et l'État est garant du temps long. Et c'est vrai que les ménages n'ont pas cette capacité à se projeter, ne serait-ce qu'à 5 ou 10 ans, alors que l'État peut calculer à 30 ou 40 ans. Et avec l'initiative Rénovons, nous avons montré qu'il y avait des retours sur investissement pour l'État en termes de recettes fiscales, de dépenses de soins, etc., à investir fortement dans la rénovation énergétique. Et puis un dernier point, parce que ça n'a pas été abordé, on a beaucoup plaidé ces dernières années, en ayant tenu gain de cause, pour l'obligation de rénover les passoires énergétiques en location. Et je sais qu'il y a des vents contraires importants en ce moment, parce qu'évidemment, on entre dans la réalité, on entre dans le dur, et donc il y a des personnes, des groupes qui n'y ont pas intérêt, ou en tout cas qui sont inquiets, on peut le comprendre, mais on a fait le constat que la simple incitation pour les bailleurs privés ne suffisait pas pour quelque chose qui est indépassable, c'est que c'est le bailleur qui finance et qui décide de la rénovation, et c'est son locataire qui en profite. Donc forcément, s'il n'y a pas des normes qui augmentent petit à petit, on ne passera pas à l'action. Et on sait que dans les copropriétés, qui sont un des endroits où il y a vraiment un point faible de la rénovation énergétique, c'est en grande partie, ou c'était en grande partie, parce que les bailleurs privés n'y avaient pas forcément intérêt. Et c'est compréhensible. Et un des effets déjà positifs des premières échéances de rénovation, c'est que les bailleurs s'intéressent à la rénovation énergétique, contactent les ALEC, les espaces Conseil Faire, les France Rénov', pour dire il paraît que je vais être obligé, que je suis déjà obligé, comment faire, à quoi est-ce que j'ai droit? Et l'État a bien répondu. Il y a un doublement du déficit foncier, l'ouverture de ma prime rénov' aux bailleurs. On a quand même maintenant des aides qui sont très importantes, qui sont peu connues, parce qu'on a beaucoup entendu le discours catastrophiste, tout va être interdit à la location, il faut vendre, etc., alors que les solutions sont vraiment à portée de main. Et puis les bailleurs, quand même, il faut le rappeler, à 90% sont des ménages qui appartiennent aux couches les plus aisées de la population. Alors il en reste 10 ou 15%, mais donc des aides existent et on peut les améliorer, il n'y a pas de... Mais en majorité, ils ont les moyens de payer en partie cette rénovation énergétique. Ceux qui ont les moyens, ceux qui n'ont pas les moyens, on plaide pour eux comme pour les propriétaires occupants pour un reste à charge minime ou zéro ou proche de zéro, simplement parce que sans ça, on sait que les travaux ne décollent pas. Donc on voit qu'il faut assumer que ce soit une priorité avec de l'argent public, et ça c'est l'État qui peut le faire. Il y a eu beaucoup d'outils pour financer la rénovation énergétique qui amènent de la confusion, de l'incertitude, je pense au quota carbone, au C2E, etc. Il faut que l'État, avec le budget de l'État et avec le contrôle parlementaire qui va avec, et c'est vrai que c'est ce qui a beaucoup manqué, je trouve, dans le contrôle de l'action de l'ANA, des C2E, c'est d'avoir des parlementaires qui décident et qui contrôlent. Il est temps de reprendre la main et de montrer que c'est une priorité importante et que ça implique des coûts et des contrôles. Merci beaucoup déjà à toutes et à tous pour ces premières informations, et je laisse la parole à notre rapporteur. Merci Madame la Présidente. Merci à vous tous, oui, déjà pour l'ensemble de ces explications. Moi, je voulais peut-être revenir sur plusieurs points et puis quelques questions. Alors, des questions globales, après vous répondrez en fonction de ce qui peut vous intéresser. Mais d'abord, peut-être revenir sur un point. C'est vrai, quand on parle de rénovation énergétique, c'est vrai qu'on peut avoir deux aspects. Et c'est vrai qu'au cours de ces différentes auditions, on peut avoir l'aspect, on va dire, rejet de CO2, carbone. Et puis on a l'aspect confort et puis donc coût derrière du chauffage et puis toute cette question de la précarité. Et que c'est vrai que si on ne fait pas attention aux deux, on peut avoir, par exemple, on a des exemples, par exemple, changer une chaudière fuel par une pompe à chaleur, on va avoir une action très forte, effectivement, sur le rejet carbone. On n'aura pas forcément une action très intéressante, à la fois même en termes de confort, même en coût, oui, on va baisser peut-être un petit peu le coût, mais on voit bien qu'à terme, ça ne sera pas suffisant. Donc c'est vrai qu'il y a une vraie réflexion, en tout cas une vraie attention à avoir sur la manière dont justement on peut intervenir. Et je le dis parce que ça m'a un peu frappé tout à l'heure, juste par... ça m'arrive de temps en temps, je tape France Rénov 2023. Quand on fait ça, la première page sur laquelle on tombe, c'est avec un site qui ressemble beaucoup à celui de l'État, avec le logo d'ailleurs de l'État, et c'est de changer sa chaudière et passer avec une pompe à chaleur. Et en fait, c'est tout simplement une entreprise, quoi. Mais c'est vraiment le premier aspect qui nous arrive. Et c'est vrai que les gens qui vont se lancer dans cette démarche-là peuvent directement aller vers ça. Et puis, au bout du compte,
on n'aura pas réglé en tout cas les problèmes, on n'aura certainement pas en tout cas réglé leurs problèmes de précarité. Donc c'est vrai que voilà, c'était juste une remarque en tout cas par rapport à ce que vous disiez. J'avais une question peut-être sur Stop Exclusion Énergétique, là, parce que vous aviez parlé, vous faites la différence entre précarité et exclusion énergétique. Donc c'était savoir si vous pouviez justement préciser en tout cas comment vous... Enfin, je vous laisse répondre après, hein, mais sur cet aspect-là, sur comment, voilà, quelle différence justement vous faisiez d'appréciation entre précarité et exclusion énergétique, parce que ça me paraissait important. Et puis ensuite, j'ai des questions sur, ça a été un petit peu abordé à la fin, sur l'impact sur la santé, en tout cas, de ces logements, alors qui est lié aussi à la fois à la rénovation thermique, mais aussi à des logements indignes, effectivement, sur lesquels il faut qu'on travaille. Mais du coup, sur cet impact sur la santé, est-ce que notamment sur l'Observatoire, vous avez fait vous avez des études, vous avez des éléments de recherche sur cet impact sur la santé, même en termes de coûts, parce que ça a été dit aussi, c'est vrai que si on intègre ce coût sur la santé, et ces coûts de santé derrière, de vivre dans un logement qui soit à la fois indigne, à la fois mal chauffé, je pense du côté de l'argent public, en tout cas, c'est un élément qui peut être particulièrement intéressant. Donc je voulais savoir si du coup vous aviez des éléments que vous pouviez nous apporter. J'avais peut-être un autre élément, c'est vrai que ça a été abordé par chacun d'entre vous, en fait, sur qu'est-ce qu'il faudrait faire, quoi. Et sur le dispositif qu'on a, MaPrimeRénov', France Rénov', l'accompagnateur Rénov', sur lequel on attend beaucoup. Et c'est vrai que vous avez tous dit qu'il faut une politique pluriannuelle et qu'il faut de la visibilité et des financements à long terme. Je crois que quasi tout le monde nous l'a dit. Donc, enfin, on a là-dessus, je pense qu'il y a un vrai partage sur le fait qu'on a besoin, en tout cas, de cette visibilité. On va dire sur les outils qui existent tels qu'ils sont actuellement. Déjà, est-ce qu'il vous semble, en tout cas, à modifier peut-être, mais adapter en tout cas par rapport justement à avoir une action très forte et très rapide sur de la rénovation globale. En clair, c'est vrai qu'on peut se poser des questions sur le fait de dire est-ce que c'est ce dispositif-là qu'il faut améliorer et puis essayer de mettre un peu plus de subventions d'un côté, est-ce qu'il faut travailler sur le reste à charge, ou est-ce que c'est peut-être ce système-là tel qu'il est avec un système de subvention qui est peut-être totalement à revoir et peut-être à réimaginer, quoi. Enfin, voilà. Et du coup, est-ce que vous avez des réflexions par rapport à ça? Et puis allez, une dernière question, après je laisserai mes collègues. Si aussi en termes d'expérience ou de retour, et notamment sur l'Observatoire, sur les différences de précarité qu'on peut avoir en fonction des territoires, que ça soit justement urbain, ruraux, périurbains, etc. Est-ce qu'on peut avoir des différences, en tout cas, sur ces territoires, et à l'inverse aussi, sur là où on a des expériences intéressantes, et est-ce que ça peut être lié aussi, justement, est-ce qu'on a plus de choses intéressantes, notamment en matière d'accompagnement sur de la grande précarité en zone urbaine ou plutôt justement en zone rurale. Enfin, je veux dire, est-ce qu'on a des éléments de ce type là, et puis allez, une petite dernière question. Vous avez parlé d'auto-réhabilitation. Je trouvais que c'est aussi un aspect qui est assez intéressant, qu'on peut voir en tout cas, et qui peut répondre, qui ne répondra pas à tout, mais en tout cas qui peut répondre à certains éléments. Mais je voulais savoir si vous aviez en tout cas un retour ou une expérience sur justement des problématiques à la fois peut-être d'accompagnement, à la fois en termes de normes, à la fois en termes de... on sait par exemple que ce n'est pas évident de toucher toutes les aides quand on est justement en auto-rénovation. Voilà, si vous aviez ces retours. Merci. Après, je vous laisse. Alors, qui commence? Qui veut commencer par rapport à toutes ces questions Alors, Sonia, puisque vous n'avez pas encore parlé, en tout cas vous directement. C'est vrai. Donc, bonjour et merci de cette audition. Donc, oui, je voulais vous rebondir sur deux de vos questions. La première, tout d'abord, la question qu'on peut aborder effectivement la rénovation énergétique sous deux aspects. La première uniquement sur les aspects économie, carbone, etc., un aspect vraiment uniquement bâti, et le second sur l'aspect confort, amélioration globale du bâtiment. En fait,
clairement, il faut conjuguer ces deux approches. Enfin, nous, au niveau du mouvement Solia, on est dans le cadre d'une rénovation, enfin, d'une approche globale de l'habitat et on prône justement cette rénovation globale. Alors après, il y a un enjeu pour aussi qu'on soit plus efficace de s'accorder sur les termes que l'on donne entre rénovation globale, rénovation performante, etc., pour qu'on puisse bien partager tous les objectifs. Mais en tout cas, c'est vrai que nous, on prône cette approche-là. Et on peut se dire aussi que les grands enjeux des évolutions législatives entre 2019 et 2021, c'est quand même aussi la reprise du pilotage du SAR par l'ANA. Et parce que ces deux approches sont aussi portées par deux agences nationales que sont l'ADEME et l'ANA, et par, après sur le terrain, aussi différents acteurs qui devraient fonctionner sous un mode de synergie. C'est vers cela qu'on souhaite tendre et vers cela qu'il faudrait tendre, mais qui, concrètement sur le territoire, on peut constater plutôt de la concurrence. Alors là, vous allez nous dire, vous êtes un peu jugé parti, effectivement. Mais en tout cas, c'est vrai que cet enjeu de construction d'une synergie territoriale pour aller tous ensemble vers le même objectif, ça c'est, on va dire, l'enjeu d'aujourd'hui. Et l'enjeu, justement, de mon accompagnateur Rénov'. Donc, concernant la mise en œuvre de mon accompagnateur Rénov'. Mon accompagnateur Rénov', c'est demain. C'est le 1er septembre. Donc, actuellement, déjà, nous, on a un vrai sujet sur comment on peut ne pas avoir de rupture d'accompagnement entre le modèle actuel et celui du 1er septembre, sachant qu'on a su la semaine dernière qu'on le dispositif qui permettait l'agrément allait vraiment être lancé là, à la fin du mois, mais on avait encore des incertitudes. On ne sait pas encore notre montant, le montant qui va être dévolu à l'accompagnement, et ce qui ne permet pas non plus de construire une synergie territoriale avec notamment l'implication des collectivités sur ce dispositif. Donc, est-ce que c'est un bon dispositif ? Nous, dans tous les cas, on avait, et c'est des éléments sur lesquels on avait fait part dans le cadre de la commission Sichel, on croit au rôle de l'assistance à maîtrise d'ouvrage dans un concept de conseil neutre, de conseil technique, on va dire objectif, qui va correspondre, qui va pouvoir relever du coup quels sont les enjeux sur le bâti et qui va aussi pouvoir donner un conseil au ménage sur ses possibilités en fonction de sa situation financière. Nous, à Solia, nous sommes spécialisés sur, on va dire, ce qu'on appelle les publics ANA. Donc, c'est les ménages des 4 premiers déciles, qu'on appelle aussi les publics modestes et très modestes. Donc, on a aussi à cœur que ces publics puissent avoir un conseil financier réellement adapté à leur situation, afin qu'ils ne passent pas à côté d'aides ou dispositifs de solvabilisation auxquels ils auraient droit, en fait. Et c'est vrai que pour ces ménages-là, comme le soulignait ma directrice, il y a un vrai enjeu que dès les premiers conseils, on puisse leur donner cet enjeu d'accompagnement, d'aller vers de la performance globale, parce que s'ils commencent à faire un premier geste, déjà, ça peut gréver leur capacité de financement. Ensuite, ce premier geste peut ne pas du tout être en cohérence avec les autres compléments de travaux qui devront être faits pour arriver à la rénovation performante, parce que même s'il est possible de faire une rénovation performante par geste, ça, je m'appuie là-dessus sur l'étude de l'ADEME qui le montre, on ne peut pas multiplier plus de 2-3 gestes maximum. Et en plus, ça doit être anticipé, en fait, qu'on est dans de la rénovation globale par geste, pour ne pas que, derrière, on ait des gestes qui soient incohérents les uns avec les autres. Donc, en tout cas, sur la question du futur dispositif, donc mon accompagnateur Rénov' qui arrive quand même maintenant, donc sur le principe, nous avons porté cet enjeu d'accompagnement neutre de A à Z des ménages, avec un accompagnement aussi administratif jusqu'au paiement des factures. Donc clairement, on s'y retrouve. Lors de la présentation du décret au CNH, on avait émis par contre de fortes réserves sur l'implication et l'agrément des entreprises privées, justement sur ce critère de neutralité, c'est-à-dire ne pas être jugé partie par rapport à un équipement qu'on va proposer, ne pas être jugé partie par rapport à une solution ou à des entreprises. Et ça, c'est ce qui nous semble très important à avoir. Et là-dessus, je rejoins tout à fait ce que
Manuel Domergue a dit tout à l'heure sur les enjeux, d'avoir des instruments de contrôle et aussi de contrôle parlementaire sur ce dispositif qui va être mis en œuvre. Parce que clairement, actuellement, on a un changement d'échelle, on a plus de moyens financiers qu'on n'a jamais eu. La question, c'est comment on les dépense bien. Et on les dépense pour une véritable performance énergétique derrière. Et un véritable, on va dire, une véritable transition écologique, en fait, du parc de logement. Donc, après plusieurs... Je vais m'arrêter là, mais on peut quand même avoir plusieurs enjeux, en fait, sur comment réussir, justement, la transition énergétique via mon accompagnateur Rénov', parce que clairement le volume d'accompagnement est tel que c'est un défi collectif où chacun doit prendre sa part. Donc il y a un enjeu de pouvoir, et c'est pour ça que j'insistais tout à l'heure sur la question des synergies. Donc on va dire que déjà il y aura un premier enjeu qui est comment on peut optimiser localement le système existant en générant des synergies entre les acteurs qui savent déjà faire et qui peuvent déjà faire. Ensuite, et ça, c'est, on va dire, cette organisation du système d'acteurs ne peut être faite que localement, en fait. C'est-à-dire que c'est vraiment localement que les collectivités territoriales peuvent organiser ce système d'acteurs, permettre de faire monter en compétence certains acteurs, etc. Ensuite, ça implique aussi de travailler sur le développement des compétences avec la question de la formation, etc. Et ça, c'est vrai que le fait de pouvoir avoir une vision pluriannuelle des crédits de l'ANA permettrait à l'ensemble de la chaîne de production de se projeter en fait sur le volume de personnes qui seront nécessaires pour accompagner ces ménages. Et enfin, nous, au niveau de mon accompagnateur Rénov', pour nous, il y a un véritable enjeu à se souvenir qu'on est au croisement justement entre des enjeux d'intervention sur le parc et de transition écologique globale du parc, mais et des politiques sociales et des politiques locales de l'habitat. Et c'est pour ça que c'est nécessaire que, notamment sur les ménages modestes et très modestes, il faut permettre d'avoir un parcours usager qui soit lisible et qui ne soit pas une usine à gaz. Et un parcours usager avec des acteurs dans lesquels les ménages aient confiance. Donc, pour nous, ça nous semble important, dans le cadre de mon accompagnateur Rénov', de pouvoir commencer à construire cette synergie territoriale et cette organisation territoriale qui actuellement est en suspens, en fait, aussi de l'absence des arbitrages. Et en tout cas, il nous semble nécessaire de définir des parcours fléchés, on va dire, entre certains types de ménages et certains accompagnateurs aux compétences reconnues, aussi pour que les ménages modestes et très modestes soient dès le démarrage en fait accompagnés par des accompagnateurs qui en possèdent les compétences. Je vais m'arrêter là. Alors, qui veut... Allez, l'ONPE. Oui, merci. Alors effectivement, pour rebondir sur la question de la santé qui nous importe et que Véronique Ezrati, qui était médecin à EDF, a beaucoup travaillé avec les Anglais. Effectivement, il est désormais très clair que la rénovation des passoires thermiques permettrait d'éviter des coûts de santé. Et selon une étude d'ailleurs sur le CGDD qui est parue en 2022, la rénovation d'ici 2028 permettrait d'éviter 10 milliards d'euros par an de coûts de santé. Donc ça, c'est vrai que c'est un chiffre assez vertigineux. Et on suit actuellement une étude qui s'appelle Rénov' Santé, qui est notamment menée par un certain nombre d'acteurs, dont d'ailleurs Solia et puis le CSTE, etc., qui vont nous permettre d'identifier les dépenses de santé avant travaux et après travaux, de façon effectivement à identifier les gains que cela peut générer sur des dépenses de santé, ce qui est un véritable argument pour effectivement renforcer les aides à la rénovation dont les montants sont, à notre sens, pas suffisants. C'est déjà en cours. Voilà, cette étude est en cours et on aura des résultats fin 2024. Voilà, c'est une très grosse étude sur... vous avez le nombre de logements concernés? Voilà.
on vous donnera de toute façon toutes les références, évidemment. Moi, je voulais juste peut-être porter votre attention sur la précarité énergétique, comme un sujet un peu différent de la rénovation énergétique, même si, évidemment, les deux sujets se réunissent, et en tout cas, autour de la rénovation du logement, on sait que c'est un levier pour sortir les ménages de la précarité énergétique. Selon donc, les dernières statistiques, on attend l'enquête nationale de logement 2020, mais donc selon la dernière, il y avait 59% des ménages en précarité énergétique qui étaient locataires. D'où notre préoccupation peut-être de réfléchir sur les aides aux propriétaires bailleurs. Alors on entend effectivement, je suis tout à fait d'accord avec Manuel Domergue sur la situation plutôt favorable de la plupart des propriétaires bailleurs. Il n'empêche que effectivement sur une frange non négligeable, alors je ne sais pas Manuel, tu parlais de 10 à 15%, il y a sûrement là une nécessité de revoir le montant de l'aide accordée. Quand on regarde précisément les aides qui concernent les propriétaires bailleurs, actuellement, sur les 605 669 dossiers financés par MaPrimeRénov', il y a seulement 2% qui concernent les propriétaires bailleurs. Et l'aide est en moyenne de 3 841 €. Donc effectivement, quand on voit le montant, et on en a parlé d'un chantier de rénovation, et le montant d'un chantier de rénovation globale performante a été évalué par l'ADEME à 80 000 €, on comprend bien la difficulté à rénover ces logements et l'importance de retravailler, de revoir le montant du reste à charge. Alors c'est vrai qu'on avait tendance, nous, à l'ADEME, à dire qu'à partir du moment où il y avait une exigence de performance énergétique requise, il fallait que le reste à charge pour les très modestes soit pris en charge par les pouvoirs publics de façon à ce qu'on puisse atteindre ces objectifs ambitieux. Sinon, effectivement, on risque, et ça a déjà été dit, d'empiler des gestes qui sont parfois contraires et en tout cas qui ne vont pas forcément vers des objectifs de performance énergétique. Voilà ce que je souhaitais dire. Sur Géodip, vous aviez posé un certain nombre de questions, alors permettez-moi d'en dire quelques mots. Car actuellement, cet outil de géolocalisation qui a été mis en œuvre par l'Observatoire national de la précarité énergétique, qui permet un repérage des ménages en précarité énergétique du lieu de leurs dépenses liées à l'habitat, mais aussi à leur mobilité, a une maille IRIS. C'est un outil très performant qui permet à de nombreuses collectivités territoriales de faire un pré-diagnostic de la précarité énergétique. Actuellement, on cherche des financements complémentaires pour le confier à un de nos partenaires qui s'appelle le RAR, le réseau des agences régionales de l'énergie, de façon à pouvoir mobiliser notre ingénieur mobilité sur la question de la mobilité qui est assez peu explorée actuellement à l'ONPE, puisqu'on a beaucoup focalisé sur cet outil. Donc voilà, il est en devenir, il va être réactualisé, puisqu'on attend, comme je vous l'ai dit, les données de l'enquête nationale logement 2020. On a déjà les données de l'enquête nationale mobilité transport à intégrer, donc c'est un outil qui est très puissant. Mais pour le confier à cet opérateur, il va nous falloir donc des financements complémentaires de la part des partenaires. Donc voilà, ça c'était simplement... Donc aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de collectivités qui s'en sont saisies déjà. Si, quand même. Si. Aujourd'hui, il est au maximum de ce qu'on peut... D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, on le livre à 500 usagers de façon simultanée. C'est vraiment la capacité maximale. Et on renouvelle tous les 3 mois les connexions. Et donc, selon Pierre Taillant, l'ingénieur mobilité, il a pour l'instant été... proposé à plus de 1500 collectivités territoriales. D'accord. Et est-ce que ce sont des collectivités, je présume, de tailles différentes, Absolument. dans des territoires plus ou moins frappés, plus ou moins fortement par la précarité énergétique, ou est-ce qu'il y a une analyse plus fine
Alors, il y a une analyse qui a été menée par le RAPEL, le réseau des agences, le réseau des acteurs de la pauvreté et de la précarité énergétique dans le logement. Et on a donc un certain nombre de retours sur l'usage de l'outil qui permet non seulement un partage d'un état des lieux entre techniciens et élus pour justement mobiliser des financements sur des territoires particuliers. Ça permet d'évaluer aussi l'impact du SLIM et de la modification du territoire du SLIM. Ça permet une connaissance donc très fine du territoire. Le SLIM, c'est le service local d'intervention de maîtrise de l'énergie, voilà, qui a été financé, donc qui est porté par Leclerc et qui permet d'assurer le repérage. Vous le connaissez? Ah, c'est pour ça. C'est une petite... D'accord, vous me testez. Mais je peux vous en parler. Non, le SLIM, c'est effectivement un outil en devenir, évidemment, qui nous semble extrêmement intéressant. Donc, tout ça pour dire que, justement, il faut équiper ce type d'acteurs pour bien identifier les zones qui sont en situation de précarité énergétique et mobiliser les acteurs sur ces territoires-là. Donc voilà, Géodip, c'est un outil en devenir qu'on souhaite développer avec des nouveaux partenariats financiers. Voilà donc voilà, le reste à charge nul. Si on vise une rénovation, non mais c'est à condition effectivement de viser au plus haut, mais parce que sinon on n'y arrivera pas. Et puis effectivement, ne pas oublier les locataires, parce que la rénovation, elle est très axée sur les propriétaires. Or, c'est une partie plutôt moins importante que les locataires qui sont concernés. Voilà, je laisse la parole à... Alors, qui d'autre souhaite intervenir par rapport à des questions du rapporteur auxquelles n'aurait pas été apporté de réponse, ou d'autres interventions? Et puis, s'il y a mes collègues qui souhaitent intervenir, qu'ils me fassent signe. Juste un mot, pardon, sur la santé. On avait mené une étude avec Pierre Madec, économiste à l'OFCE, qui avait montré que, toutes choses égales par ailleurs, donc à conditions sociales, familiales équivalentes, des personnes qui vivaient dans des logements difficiles à chauffer avaient 50% de risque supplémentaire de se déclarer en mauvaise santé. Donc on voit que c'est un déterminant de santé absolument majeur. Et c'est la même chose pour le bruit ou d'autres désordres dans le logement. On avait chiffré également dans une étude il y a une dizaine d'années sur la comparaison entre des ménages en passoire énergétique et d'autres ménages. À 800 millions d'euros, les dépenses de soins économisées par an si les passoires énergétiques étaient éradiquées. Et puis d'autres évaluations ont été faites plus récemment, notamment pour le ministère de la Transition écologique, qui aboutissaient à des chiffres plus importants parce qu'ils prenaient en compte le prix de la vie et les morts évitées. Et donc en économie, les morts évitées, je crois que c'est autour de 2 à 3 millions d'euros par personne, par décès évité. Donc évidemment, ça fait gonfler très fortement les bénéfices quand on les monétise, avec toute la brutalité qu'il y a derrière, mais pour la nation. Et c'est vrai qu'on ne peut pas attendre, enfin autant on peut investir les gains de performance énergétique, les économies d'énergie, autant la santé qu'on va préserver ou la mort qu'on va éviter ne se monétise pas dans la vraie vie, elle se monétise pour des économistes. Et donc là, il y a un intérêt vraiment à ce que la collectivité intervienne pour éviter ces pathologies et ces décès prématurés. Juste pour compléter d'abord sur la partie santé, pour soulever quand même effectivement qu'on manque de chiffres. Et on aimerait bien évaluer un peu plus, et je partage le même ressenti que Manuel sur la question de la brutalité de mettre des montants par rapport à des vies, et l'étude de France Stratégie l'année dernière, je crois, l'a développée. Mais il y a un point particulier, c'est qu'on manque d'experts santé-environnement. Je crois qu'il y en a une centaine en France, et on en a quelques-uns parfois sur certains territoires, et je crois qu'à chaque fois, ça nous aide aussi à comprendre ce qui se passe et à faire le lien, parce qu'évidemment, le lien avec les autorités de santé est toujours important. Pour répondre à votre question très précise sur la différence entre précarité énergétique et exclusion énergétique, c'est pour nous ce qui définit le besoin d'accompagnement. C'est-à-dire que vous avez des gens qui peuvent s'en sortir tout seuls. Nous, on considère que tout ça fait partie de la précarité énergétique. Et il y a des gens qui ne peuvent pas. Voilà. C'est pour ça que nous, on recommande cette mission d'ensemblier solidaire, quelle que soit la terminologie, hein. Il y en a d'autres. C'est qu'un accompagnement, ça prend du temps. D'abord, il faut créer le climat de confiance, il faut faire le projet avec la famille. Il y a tout un ensemble d'étapes, et qui fait qu'il faut tenir la main, et c'est de l'accompagnement humain, c'est de la compétence humaine.
On a fait une étude l'année dernière avec un cabinet qui s'appelle Co pour voir qu'est-ce qu'il existait en termes de formation sur l'accompagnement social, parce qu'il y a 3 dimensions. Il y a l'accompagnement d'ingénierie financière, l'accompagnement social et l'accompagnement technique. Et il existe malheureusement très peu de choses à la formation à l'accompagnement social en France. Et ça manque effectivement. Donc on va multiplier les formations. On s'est rapproché pour ça de l'AFPA qui est rentré dans notre association, de pas mal d'acteurs, parce qu'il va falloir former massivement. On a fait pardon d'être dans les chiffres, mais une étude avec un cabinet en pro bono l'année dernière qui s'appelle Oliver Wyman. Et on a calculé un peu ces 500 000 propriétaires occupants qui vivent dans des passoires thermiques et qui sont à moins de 10 € par jour et par personne. Combien de personnes il faut pour les accompagner? On a calculé qu'il en fallait 11 000. Voilà, donc voilà, vous voyez les étapes, mais encore une fois, le dispositif Mon accompagnateur rénove renforcé peut être le dispositif financier qui permet réellement de financer cet accompagnement, sans lequel il n'y aura pas de rénovation massive chez les grands précaires. Ça, nous en sommes totalement convaincus. Et ça répond évidemment, bien sûr, aux questions de long terme. Sur l'auto-réhabilitation accompagnée, alors je ne suis pas un expert du sujet, il y a les compagnons bâtisseurs et d'autres font des missions de ce genre. C'est la spécialité des compagnons bâtisseurs. Je pense que ça vaudrait peut-être la peine que vous puissiez les entendre, parce que il y a des vrais problèmes techniques, juridiques. Enfin, on est sur des métiers très différents de l'accompagnement classique dans le bâtiment. Il y a des problèmes de responsabilité, de décennale. Enfin, je ne veux pas parler en leur nom, mais il y a des vrais problèmes techniques très, très pointus. Ce qui est aussi très intéressant dans le travail qu'ils mènent actuellement, c'est le confort d'été. On n'en a pas beaucoup parlé, mais effectivement, c'est un problème majeur. Heureusement, je dirais, des entreprises fournisseurs d'électricité ont décidé de ne plus couper les compteurs. Il faut quand même rappeler qu'en période de canicule, même un frigo, même à 1 kW, on sauve des vies l'été. C'est important aussi de protéger cette dimension-là. Et que les compagnons bâtisseurs travaillent beaucoup sur l'ultramarin. Nous, on commence tout doucement. On a financé pour l'instant 2 ou 3 maisons, mais c'est totalement différent de travailler à la Guyane, la Réunion, etc., évidemment, où les questions d'été-hiver se jouent extrêmement différemment. Alors, après, sur les rénovations globales performantes, on en est tous convaincus qu'il faut vraiment tendre vers ces rénovations globales performantes, même s'il ne faut pas complètement abandonner les rénovations par geste, parce qu'elles sont quand même la première étape et le premier levier. Se pose aussi le problème quand on met en œuvre des rénovations globales performantes, c'est soit on peut les faire en site occupé, soit c'est extrêmement compliqué, voire impossible de faire ce type de rénovation en site occupé. Est-ce que vous, de votre côté, vous avez été confronté à ça? Vous avez réfléchi à ces deux possibilités? Parce qu'il y a des moments où c'est compliqué. Enfin, moi qui ai été présidente d'un office public de l'habitat pendant plus de 10 ans, même quand on montait des opérations de réhabilitation sans parler encore de véritablement rénovation énergétique, il y avait des opérations qu'on ne pouvait pas mener en site occupé. Donc après, il y a la question du relogement de ces personnes. Enfin, est-ce que là-dessus, vous avez une vision des choses et comment est-ce qu'on pourrait aussi mieux adapter, enfin, mieux outiller tout cela, quoi? Alors, on est pour l'instant sur quelque chose de très expérimental. On a plusieurs pistes sur lesquelles on travaille, mais pour lesquelles on ne peut pas vous proposer des mesures majeures aujourd'hui, en dehors évidemment de financement, de fiscalité et autres. On discute avec différentes organisations qui ont des parcs. Je pense à l'AFPA notamment, évidemment, qui a un gros parc à rénover sur lequel évidemment on travaille avec eux. Des grandes compagnies hôtelières qui seraient prêtes à nous mettre à disposition. Et quand je dis seraient, je pense que ça va se faire, on est prêt. Et autrement, on travaille avec des fabricants de tiny house pour pouvoir apporter du logement en toute proximité. Enfin, dans une autre époque, on appellerait ça des bungalows. Mais derrière, des conteneurs aussi, non, peut-être? Oui, aussi, non, mais il y a aussi des jeux. Là, il y a notamment dans la métropole de Lille, on les avait primés dans nos trophées une année. Ils fabriquent des tiny house qu'ils amortissent pour le tourisme. Et quand elles sont amorties, ils les mettent à disposition d'associations pour la précarité énergétique. Mais on n'est pas sur des ressorts de massification, comme vous le disiez tout à l'heure. On est encore sur de l'expérimentation. L'aspect probablement le plus simple, mais ça pose encore des problèmes techniques. Peut-être si on pouvait envisager du mécénat de locaux. Enfin, nous, on est logé par une entreprise qui défiscalise,
mais je ne sais pas organiser une défiscalisation avec un hôtel qui nous prêterait des chambres. Peut-être qu'il y a quelque chose à creuser de ce niveau-là, notamment sur des périodes, certaines régions, etc. Il y a sûrement des choses à inventer, mais on n'est pas encore tout à fait mûr sur le sujet. Ça fait partie des sujets qu'on travaillera sur les prochaines versions du scénario, comme les questions de santé, évidemment. Vous voulez intervenir? Oui, allez-y. Si je puis me permettre, donc, sur cette question-là, clairement, on se rapproche des enjeux de la lutte contre l'habitat indigne et du coup aussi des outils de la lutte contre l'habitat indigne. Et c'est vrai que ça, cette question de ce qu'on appelle les logements tiroirs, en fait, qui permettent d'héberger en fait les ménages pendant les travaux, ça c'est aussi, enfin c'est quelque chose dont on a beaucoup parlé dans le cadre de la lutte contre l'habitat indigne. Il y a eu aussi des travaux en fait avec l'Union sociale pour l'habitat sur comment on pouvait mieux mobiliser du coup un parc de logements pour des opérations programmées, par exemple dans le cadre de copropriété. Et c'est vrai que déjà pour la lutte contre l'habitat indigne, on a du mal à le faire. Sur les enjeux de précarité énergétique, c'est la même chose. C'est-à-dire que bon, déjà, c'est pas identifié comme un axe de réservation potentiel dans le cadre des parcs de logements éventuellement disponibles. Ensuite, clairement, ça peut se faire, mais c'est vrai qu'en général, c'est un peu au cas par cas. On mobilise des solutions familiales, on peut mobiliser aussi les collectivités qui peuvent avoir des logements tiroirs. Et on arrive sur certains chantiers ambitieux, mais c'est beaucoup de, on va dire, de négociations en fait au cas par cas, à quand même pouvoir reloger le ménage pendant la durée des travaux ou alors faire des échanges de pièces. Mais c'est vrai que ça complexifie beaucoup en fait les rénovations. Mais par contre, ça, cette question de pouvoir travailler sur des logements en site occupé, notamment dans le cadre du parc locatif, c'est quand même très important en fait. C'est-à-dire que, ou alors soit on se dit que les rénovations se font uniquement à la relocation, mais dans ces cas-là, ça veut dire qu'il faut vraiment qu'il y ait une vigilance très forte pour ne pas rater cette occasion en fait qui du coup peut ne pas se représenter, ou alors ça implique de se donner les moyens de développer des solutions de logement tiroir pour pouvoir travailler en site occupé. Mais c'est un vrai sujet. D'autres questions? Monsieur le rapporteur, non? Ça va? Moi, j'aurais voulu savoir sur les... Vous avez parlé de créer un C2E spécifique, justement, pour les personnes en situation de précarité énergétique. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous le développer? Alors, actuellement, on est un des lauréats, on est lauréat d'un des projets 2022 du circuit d'économie d'énergie qui vont nous permettre de créer des territoires zéro exclusion énergétique. Pour nous, ce sont des démonstrateurs, tout simplement, de toute la démarche qui est dans le scénario. Avec un objectif de 14 territoires, 3000 accompagnements sur 3 ans. Ça, c'est la période de démonstrateur, sachant que l'essaimage doit permettre sur les 2 années suivantes d'aller à 100 territoires et ensuite, évidemment, d'accélérer pour envisager une éradication à 2030. Pour cela, effectivement, il y a une nécessité d'élargir. Si les C2E continue à être un moyen de financement, il y a un moment donné, on n'est pas à l'échelle, quoi. On est à l'échelle d'un démonstrateur, mais pas d'une démarche globale d'accompagnement des... et je parle que des 500 000 propriétaires occupants, évidemment, qui sont une partie de la difficulté. Il y a aussi les locataires. Mais il ne faut pas sous-estimer les propriétaires occupants. Ils sont plus de 500 000 familles, hein, ça fait quand même... 1 million 200, je ne sais plus combien, pardon, on doit compter 2,6 par foyer. Parce que, juste pour compléter, parce que pour revenir sur la différence entre précarité et exclusion énergétique, c'est que l'exclusion énergétique implique énormément d'autres problèmes, notamment des problèmes de santé, des problèmes de handicap. C'est aussi pour ça qu'il y a besoin d'une technicité, parce qu'un ensemblier solidaire dont je vous parlais tout à l'heure, il ne doit pas seulement être compétent pour monter une primana. C'est 10 ou 12 dossiers. Il y a une expertise en plus quand c'est du handicap, y compris, et heureusement, quand d'être capable d'aller voir la Fondation Abbé Pierre ou notre petit fonds pour pouvoir boucler des financements, quoi. Et donc, ça demande très forte technicité parce que tout ça est très compliqué. Et à un moment, je pense que l'enjeu est quand même...
J'ai travaillé sur beaucoup d'enjeux environnementaux, notamment quand je présidais le Comité français pour le développement durable, mais enfin, de croisements sociaux et environnementaux, c'est la première fois qu'on a un enjeu aussi gagnant, quoi, qui intègre la santé. Et il n'y a pas une seule seconde où on se pose la question, quand on fait progresser les choses, est-ce qu'on ne gagne pas aussi pour le climat quand on aide une famille? Parce qu'il y a quand même aussi une injustice sociale. C'est que, et on commence à l'entendre dans des familles quand on prend un peu le temps, c'est le sentiment des gens de ne pas contribuer à l'effort collectif. Oui, évidemment, la fin du mois est prioritaire par rapport à la situation de la planète, qu'on n'a pas de quoi se nourrir. Mais quand le gamin il rentre de l'école et qu'il a eu un cours de développement durable, ben, il trouve que c'est pas bien que ses parents ils aient une vieille chaudière à pétrole, un diesel pourri et qui mange je sais pas quoi. Donc il y a aussi de la justice sociale profonde à agir sur ces sujets de la précarité énergétique et dans un climat d'augmentation des difficultés, parce que évidemment personne peut dire qu'on va stabiliser les coûts de l'énergie en France, quoi. D'autant que le coût de l'énergie, c'est, enfin, le placo-plate a pris 15% l'année dernière, le métal, tout ce qui va avec, quoi. Oui, bien sûr. Peut-être une question complémentaire, parce que c'est vrai qu'on va avoir, je crois, demain ou après-demain, plutôt une table ronde sur la question des fraudes, des arnaques, et enfin voilà, tout ce qui peut être autour de MaPrimeRénov'. Et donc voilà, juste à voir si sur cet aspect-là, et peut-être notamment sur l'observatoire, mais peut-être que vous avez aussi des retours, parce que c'est vrai que moi j'ai pu voir pas mal de, alors, soit fraude, soit arnaque, soit en fait des personnes qui rentrent dans le dispositif et puis qui s'y prennent mal et qui du coup remplissent pas forcément très bien le dossier, ensuite l'incapacité de pouvoir revenir en arrière, mais du coup, alors là, avec une précarité encore plus forte, parce que des gens qui s'étaient lancés en se disant je vais obtenir une subvention pour le changement de ma chaudière, ou pour, voilà, qui se retrouvent à ne pas toucher justement leur prime et à se retrouver dans une situation encore pire que celle qui était avant, surtout qu'en général, en même temps, comme il n'y a pas eu d'accompagnement, ils n'ont pas forcément fait le bon choix énergétique. Ou voilà. Donc, voilà. Est-ce que vous avez des retours en tout cas? Est-ce que c'est des éléments que vous avez pu voir? Donc l'une des missions de l'ONPE, c'est aussi de mener des enquêtes sociologiques auprès des ménages. Et donc, on a un certain nombre de retours sur, effectivement, notamment ces chantiers d'isolation à 1 euro, dont une partie n'a pas forcément trouvé satisfaction. Et en fait, surtout, la difficulté que font valoir les travailleurs sociaux, c'est qu'une fois qu'un ménage s'est fait rouler dans la farine, après, il y a une très grande difficulté de retrouver une relation de confiance et surtout de l'emmener sur un parcours d'accompagnement vers des travaux. Donc ça, c'est vrai que c'est une difficulté extrêmement difficile. Et ce qui est également important de noter, alors vous parliez effectivement d'accompagnement, c'est que, et c'est sans doute par faute d'accompagnement que le ménage accepte ou se lance dans des chantiers, parce qu'il est extrêmement sollicité. Il y a vraiment une sursollicitation des ménages qui sont en plus assez souvent présents à leur domicile. Et donc nous, on plaide beaucoup pour un accompagnement avec un seul référent, parce que ça, c'est aussi un des enseignements que l'enquête longitudinale que nous avons menée nous a apporté. C'est la multiplicité des interlocuteurs qui est extrêmement complexe pour une personne en difficulté et qui finit par lâcher en fait le projet de travaux parce qu'il n'a plus la même personne. Alors en plus, c'est vrai que l'enquête, on l'a menée au moment de la période de la crise sanitaire, donc c'était extrêmement complexe puisqu'il y avait des arrêts de travail, etc. Mais là encore, on voit bien qu'une fois que la personne est plus en relation de confiance, elle disparaît. Voilà. Donc, d'où l'importance de ce parcours dans la durée avec un seul référent qui puisse suivre l'ensemble du dossier, du premier diagnostic jusqu'à finalement le contrôle des travaux. Voilà, ça c'est le parcours idéal, quoi. Voilà. Et ça, effectivement, ça lui éviterait d'avoir affaire à des marchands
de simple vitrage vendu triple vitrage. Enfin, voilà. Ouais. Donc voilà, c'est plutôt des retours qualitatifs. Alors peut-être pour Procivis, vous nous avez parlé d'un outil ou de la création d'une banque qui serait dédiée à la rénovation énergétique. Est-ce que vous pouvez un peu plus nous détailler ce projet ou cette idée? Disons qu'on fait le constat que jusqu'à présent, les acteurs bancaires n'ont pas trouvé de modèle. Encore une fois, ce n'est pas une critique du secteur bancaire, je constate juste qu'il n'y a pas beaucoup de prêts distribués. Et donc, on s'interroge du pourquoi. Et quand il y a peut-être eu des tentatives à un moment donné de confier qu'à une seule banque, avec un actionnariat peut-être public important, le soin de faire, ou parce que c'était un réseau mutualiste. Sauf que là, on se heurte très vite à des problématiques de concurrence, parce que pour une banque, son fichier, c'est très précieux. Et donc, si un de ses clients va, ne serait-ce que pour un prêt de quelques milliers d'euros chez un concurrent, bon, ça ne marche pas non plus. Donc, voilà, on se retrouve dans ce statu quo du financement privé de la rénovation énergétique. Et donc, on se dit, malgré tout, l'enjeu, il est là, social, indéniablement, on en a beaucoup parlé. Il y a un enjeu qui n'intéresse pas au premier chef cette commission, mais quand même un enjeu financier de positionnement de Paris comme une place verte au sein de l'Union européenne, etc. Donc, comment on essaye de jouer de tous ces éléments? Et on se dit, mais peut-être que si on avait un véhicule unique, dédié, qui ne soit pas public, mais dans lequel pourrait abonder éventuellement des fonds publics, qui permettent donc aux banques de remplir leurs obligations de créances vertes, même de les valoriser, qui sache faire voilà, du recouvrement et qui soit dédié uniquement à la distribution des différents types de produits qu'on a déjà évoqués aujourd'hui, que ce soit... enfin voilà, il en existe déjà sur le marché, COPDZ, PAM et autres. Il nous semble que ça serait de nature à répondre à un certain nombre de blocages aujourd'hui constatés. On pourrait imaginer, bon, je ne sais pas, il faudrait que l'État apporte sa garantie à cet instrument-là, qu'il ait peut-être un droit de veto dans le conseil d'administration d'un tel consortium. Et ça pourrait aussi rassurer les banques qui se posent très vite la question de la garantie. Voilà. Et le coût de la garantie pour l'État, à mon avis, n'est pas à ce point-là considérable qu'il n'y trouverait pas un intérêt politique et social très, très fort voilà, c'est moins cher que bien d'autres dispositifs publics qui aujourd'hui n'ont pas fait complètement leur preuve. Voilà, donc c'est une réflexion qui est nouvelle. Est-ce que vous savez si ça existe ailleurs, dans d'autres pays ou pas? Non. On n'a pas encore fait ce benchmark, on va s'y employer. Nous, on en a parlé à quelques acteurs, plutôt de manière un peu confidentielle, donc là, je le fais de manière plus publique. C'est bien reçu. Il nous reste quand même une étape importante, c'est d'en parler aux banques elles-mêmes, hein, qui seraient quand même les premiers concernés. Mais du côté de la sphère État, entendu au sens très large, on a eu de plusieurs endroits des accueils très positifs autour de cette idée. Voilà. Donc, c'est quelque chose qu'on aurait aimé creuser. Disons que ça rejoint la question du rapporteur il existe des choses, mais comment on les améliore. Donc, nous, il nous semble que c'est une étape, une étape à franchir. On voit qu'il y a des financements, mais qui ne trouvent pas leur cible, qui ne sont pas sur les volumes attendus. Donc, c'est peut-être le véhicule adéquat. Et après, peut-être qu'on peut aussi améliorer chacun des outils qui seraient distribués. Encore une fois, nous, sur le PAM, on pense qu'il faut l'ouvrir aux propriétaires bailleurs parce qu'on ne règle pas la question des locataires si on ne s'adresse pas aux propriétaires bailleurs. Il nous semble que la question des ressources n'est pas centrale parce que, surtout si, encore une fois, on s'adresse aux propriétaires bailleurs, finalement, ceux qui vivent le logement, eux, on ne connaît pas leur situation sociale. Alors peut-être qu'il faut conditionner les deux. Bon, il y a aussi la question peut-être de l'après-Pinel. Dans le cadre du CNR, il y a des discussions
les propositions qui sont faites sur le statut du bailleur privé, etc. Bon, le statut du bailleur privé, il est plutôt entendu dans un amortissement, une déduction d'impôt au moment de l'accession à la propriété, mais peut-être que ça pourrait embarquer aussi les travaux de rénovation. On y serait assez favorable. Voilà, il y a la question aussi des plans pluriannuels de travaux. Aujourd'hui, c'est 2,5% des travaux qui sont... le financement est obligatoire par les copropriétaires. Est-ce qu'il faut augmenter un petit peu ce niveau-là? Est-ce qu'il peut y avoir, en sus de la partie obligatoire, une partie volontaire? Et pour inciter à cette partie volontaire, mais il pourrait y avoir une déduction fiscale sur les revenus fonciers ou autres. Bon, je sais pas. Voilà un petit peu quelques réflexions qu'on voulait partager. Peut-être encore une dernière sur ces outils qui peuvent être améliorés. Nous, sur le DPE, parce que tout ce que vous dites sur me semble tout à fait important sur la sécurisation presque psychologique, j'ai envie de dire, des candidats à la rénovation énergétique. Donc, de ce point de vue-là, France Rénov', etc., voilà, il faut que ça se mette bien en place, mais le principe, on le partage, on le comprend. Sur le DPE aussi, il faut qu'il y ait une intelligibilité du DPE, au-delà du fait qu'il faut qu'il soit stabilisé techniquement, etc. Bon, je ne vais pas forcément revenir là-dessus, mais aujourd'hui, seul le DPE individuel est opposable. Est-ce qu'il n'y a pas une question sur le DPE collectif? Là encore, ça rejoint mon propos tout à l'heure sur le fait que la copropriété, à notre sens, doit être vue comme un ensemble. Et donc, c'est pas parce que vous êtes au milieu de l'immeuble que vous êtes peut-être un peu moins concerné, que vous allez enfin exposer différemment, vous n'avez pas voté les travaux. Pourtant, ces travaux ils sont nécessaires dans une perspective de bien collectif. Donc, voilà, on est assez favorable au DPE collectif comme outil aussi de sécurisation et de lisibilité. Merci. Est-ce que l'un d'entre vous aurait quelque chose à rajouter? Non? Sinon, il vous reste... Oui? Juste un mot sur les arnaques. C'est vrai que c'est beaucoup sur les gestes individuels. Le passage à la rénovation globale, avec l'accompagnement, par définition, va réduire fortement les arnaques et peut-être avoir une discussion, je pense, sur ce rythme de passage des gestes à la réno globale un peu impopulaire. Ce serait, je pense cette transition, elle est difficile parce que le président s'est engagé sur 700 000 rénovations. Donc là, on est à 700 000 rénovations, mais qui ne sont pas des vraies rénovations. Oui. Et donc, pour accepter de passer assez rapidement des gestes au réno global, il faut, je crois, par réalisme, accepter de baisser un moment en dessous de 700 000 le temps de cette transition. Parce qu'on ne fera pas 700 000 réno global en 2024, on le sait bien. Et donc, accepter peut-être qu'il y aura quelques années où on sera à 400 000, 500 000, et pas à 700 000, mais que l'horizon, c'est d'arriver à 700 000 rénovations globales. Et ça, je pense que dans la politique du chiffre telle qu'elle est menée aujourd'hui, c'est une position qui aurait du mal à être entendue, alors qu'à mon avis, c'est une position assez raisonnable. Oui, être plus réaliste en tout cas pour pouvoir après monter en charge, quoi. On voit bien que ça ne sert à rien de mettre des objectifs très très ambitieux lorsqu'on sait qu'on ne va pas réussir à les tenir. Il n'y a rien de pire, hein, parce qu'en même temps, c'est vrai que ça décourage un petit peu tout le monde, et puis on voit bien que les résultats ne sont pas là, donc voilà, c'est insatisfaisant au maximum, quoi. Et jusqu'alors, les objectifs, ils ont toujours été très élevés, mais une forte ambition affichée, mais ce qu'on a dit, et qui est aussi le pourquoi de cette commission d'enquête, c'est malgré la forte ambition affichée, pourquoi justement ces objectifs ne sont jamais atteints. C'est parfait. On va essayer d'y apporter quand même quelques réponses grâce à vous tous. Bon, en tout cas, merci beaucoup de vous être prêtés à cette table ronde qui est très intéressante. Merci. On vous souhaite une bonne soirée. Merci à vous tous. Merci pour le travail que vous faites.